Bonjour chers compatriotes, c'est encore moi, Bertin Bahaya, fils d'Idjouy. L'île d'Idjouy entre les deux villes Bukavu et Goma, c'est en plein cœur du lac Kivu. Si un jour vous avez la chance d'être dans ce coin, je vous suggère d'arrêter à Idjouy. Allez manger les ignames jaunes, allez manger les kolkazes, de la canne à sucre, prenez ces juteux ananas qui viennent d'Idjouy, sur place, des avocats qui sont bien charnus, beaucoup à manger et à boire à Idjouy. Un peuple très chaleureux, pauvre de biens, mais riche de cœur. Allez-y et vous aimerez l'île Idjouy. Je suis content de vous revoir, de vous retrouver aujourd'hui. Je sais qu'il y a certains de mes auditeurs qui aiment m'écouter religieusement. Je pense à Déborah, parce que Déborah ne manque jamais de faire des commentaires, des suggestions et des conseils sur ce que je fais, des encouragements. Il y a Manzenga aussi. Il y en a d'autres qui ont des noms, ce ne sont pas des vrais noms, donc ils se donnent des noms complètement bizarres que je ne peux pas vraiment garder à l'esprit. Mais il y a de ceux-là qui m'écoutent très souvent et je les remercie d'être là tout le temps. Et beaucoup d'autres qui viennent écouter mes vidéos ne commentent pas. Et je ne peux même pas savoir ce qu'ils en disent. Je ne suis pas contre les critiques. Moi, je dis les choses telles que je les connais, telles que je les pense. C'est à vous de me dire, ah non frère, ce que vous avez dit là, c'est plutôt comme ça. Ah, ce que vous avez dit, vous auriez pu dire ceci. Ah non, c'était plutôt comme ceci que ça s'était passé. Oui, ce que vous avez dit, c'était juste la moitié de l'histoire, mais je vous donne l'autre moitié, voici, que ce soit complet. Ou vous en avez dit trop, enlevez ceci et cela, allez, le reste sera bien. Je suis ouvert à ce genre de critique. Une critique n'est pas mauvaise. Une critique négative n'est pas bonne. Une critique positive, constructive, c'est la meilleure des choses qu'on puisse entendre. Alors, venez à nous, parlez-nous. Aujourd'hui, j'ai écouté la vidéo de frère Kalonji Omulumba de Kalonji TV. Allez écouter cette vidéo-là d'aujourd'hui. Là où il dit que le Congo risque grand. Il a écrit le Congo risque grand. Alors, allez écouter ce qu'il dit. Oui, allez-y. Écoutez tout le monde, tous les Congolais qui disent des choses pour le bien de notre Congo que nous avons tous en commun. Écoutez tout le monde. Moi, je vais tout le temps vous dire ce que j'ai entendu des autres qui est bon et vous recommander d'aller l'écouter. Si vous ne le connaissez pas, écrivez Kalonji TV et cherchez la date d'aujourd'hui avec le titre « Le Congo risque grand ». Il a dit de très bonnes choses, mais ça crève le cœur aussi. Ça crève le cœur de voir que les gens qui ont le souci du pays n'ont pas droit au chapitre, ne peuvent pas avoir accès à la gestion de la chose publique. Oui, vous allez me dire, ah, mais ce qui a commis Sikawana, mais Ozalaka a dit Bamususu. Ça se peut que ce soit comme cela. Vous savez que la destruction commence par une personne, puis la deuxième personne s'y ajoute. La troisième personne, ça devient des milliers de gens pour détruire. Mais aussi, la construction ou la reconstruction commence par une personne, à laquelle va s'ajouter une deuxième, puis une troisième personne, et ce sera des milliers qui vont construire, qui vont reconstruire. Il est constant dans ce qu'il dit. Je l'écoute depuis un an et plus d'un an. Il est constant. Ce n'est pas quelqu'un qui vous voie, que vous allez voir aujourd'hui.
il a dit ceci, puis le lendemain, il contredit, il dit le contraire de ce qu'il a la philosophie pour aider le Congo, puis quelques temps après, vous trouvez qu'il est en train de divaguer et nager dans la merde. Non, il n'est pas comme ça. Et je peux en dire autant de plusieurs que vous connaissez. Vous connaissez la chaîne Le Congo est à nous. Cet homme-là, il fait du bon boulot. Il le fait à sa manière. Il parle comme monsieur et madame tout le monde. Il ne recherche pas des termes qui viennent d'une autre planète ou des expressions à vous bourrer les oreilles. Il parle comme on se parle dans la maison. On dirait l'isolo à Bandekogana quand il a parlé. Mais il dit de bonnes choses. Il a des sources. Il a des gens, ça fait longtemps qu'il est là, ça fait longtemps qu'il fait ça. Il a des sources, des personnes ressources partout. Des gens qui donnent des nouvelles du terrain, des nouvelles, des choses qui se passent à l'instant même, il les a. Alors, quand la personne qui lui a donné l'information s'est trompée et que lui ait déjà donné cette information à son public, au public, il se pourrait que ce qu'il aura dit en ce temps-là ne s'avère pas vrai, ce n'est pas de sa faute. Parce que il fait du direct, il prend les nouvelles, il ne les traite pas, il les prend et il les donne. Il n'est pas journaliste pour traiter les nouvelles. Il prend les nouvelles, il les diffuse. Il y a un autre que je connais aussi, qui est très sophistiqué, il s'appelle, c'est la chaîne HKTV. C'est HKTV ou TVHK. Il faut l'écouter. Lui aussi, il dit de bonnes choses. Vous allez me dire, mais où tu n'as pas tu manjine à Baluba? Oui, mais c'est parce qu'eux, ils le font. Munipatie njina ya mtu mwa wa Kivu kutoka kule kwetu. Munipatie njina ya mtu mwa kutoka kule Iju. Mweko nafanya bitu bia bia, nasema bitu ya bia juu ya Kongo. Munipatie aye. Nitakuwa naimba jina yake hapa. Matin, midi, soir. Mais il n'y en a pas. Il n'y a que ces compatriotes-là qui s'avèrent être des baluba, mais qui le font. Est-ce que mutakatala mtu anasema vérité juu ni muluba? Mutakatala mtu iko nasema bien juu ya Kongo juu ni muluba? Hapana, tuwezi fanya vitu vya vile. Tuko batu na akili, tuko batu tuko na bongo mkichwa. Et puis quand quelqu'un donne des nouvelles, c'est à vous de les traiter. Vous prenez une nouvelle, vous dites, ça fait du sens. Non, ça fait pas de sens. Mais c'est vous qui avez cette tâche-là de le faire. Lui, il vient de donner des nouvelles. Alors, nous allons passer à des choses dont nous parlions aujourd'hui, dont nous allons parler aujourd'hui. Le frère Kalonji, dont je viens de parler, Kalonji TV, a dit, Papa Tiamoto, mettez le feu. Là, il dit aux dirigeants, il dit au président, mettez le feu, pendez les gens, punissez sérieusement pour que ça change. Il dit vrai. Et c'est ce qui m'a incité de venir ajouter à ce qu'il a dit des choses que je vais vous dire aujourd'hui. Je ne les ai pas créées, je ne les invente pas. Ce n'est pas quelque chose de magique que je sors d'un chapeau comme un lapin, comme fait un magicien. Non, ça s'est avéré, ça se trouve là. Et comme aujourd'hui, vous tous, vous avez accès à Internet, vous avez des mégas, au lieu d'écouter Barça et autres, prenez ces mégas-là, allez sur YouTube. Regardez l'Allemagne 1928, l'Allemagne 1929. C'était de la merde, plus que la merde que nous avons au Congo aujourd'hui. C'était un pays perdu, complètement déchiqueté. L'économie par terre, l'insécurité était là, le vol, la corruption, mur à mur. Donc tout n'allait pas. Jusqu'à ce qu'un ancien caporal de l'armée allemande vienne au pouvoir. Et il est venu au pouvoir préparé, formé et assisté
par les puissants américains. Les puissants américains. Les Ford, vous connaissez celui Ford, celui qui a fait cette compagnie que nous connaissons aujourd'hui, qui fait des véhicules, qu'on appelle des véhicules Ford. Celui-là, le propriétaire, sa compagnie porte son nom. Et tant d'autres, ils l'ont mis au pouvoir. Quand ils l'ont mis au pouvoir, l'homme dont je parle, les années 30, début 30, c'est Adolf Hitler. Adolf Hitler n'était pas le monstre dont on nous parle quand il a pris le pouvoir. On l'a amené à ce poste-là pour qu'il redresse l'Allemagne. Et il a été coriace au propre et au figuré du mot. Il a été sans pitié. Il a été un meurtrier, un exécutionniste. Non, executioner. Un exécutant. Bon, prenez-le comme il a exécuté, donc il a tué. Il a créé son groupe, ce mouvement qu'on a appelé SS. Les SS, c'était des jeunes gens qui ont des larmes, qui ont du sang chaud, qui sont sans pitié, sans remords. Il les a formés à traquer le mal, à traquer la corruption, à traquer le vol, à traquer la prostitution, la débauche, les détournements. Les SS n'avaient pas une structure étatique. C'était un groupe qui répondait à Adolf Hitler. Vous allez les voir, ils sont habillés en kaki, avec un chapeau noir, je pense, si je ne me trompe pas. Et là, ils avaient le SS, leur chiffre SS. Alors, ils portaient ce badge-là. Ces gens-là, quand vous les regardez, ils sont en train de marcher 2 à 2 ou 3 à 3 dans les rues. Ils se tiennent dans les carrefours. Ils sont devant les magasins. Et c'est de l'ordre. C'était de l'ordre. Les bandits les détestaient, les voleurs les détestaient. Tous ces gens-là qui avaient mis l'Allemagne à genoux détestaient les SS. Parce qu'ils étaient sans pitié. Ils faisaient la loi eux-mêmes. Ils exécutaient les gens. Donc on t'attrape sur le champ. Donc la main dans le sac, il n'y a pas d'autre procès. Exécution immédiate. Et les Allemands ont changé très vite. Vous savez combien de temps ça a pris à l'Allemagne de se relever? Un temps record. 3 ans. Même si le pays était maintenant endetté parce qu'il était assisté. Quand vous entendez les gens dire de l'assistance aux États-Unis, quoi, c'est prêter l'argent. Ils vous disent, nous vous prêtons l'argent pour que vous fassiez ceci. Nous vous prêtons l'argent pour que vous puissiez combattre ce groupe, pour que vous puissiez combattre la corruption. Et c'est ce qu'il a fait. Hitler était pauvre. Il n'avait pas de sous, il n'avait rien en banque. Les SS étaient pauvres, ils n'avaient rien en banque. Par contre, ceux qui avaient gouverné avant étaient tous riches. Les communistes là et les autres étaient tous riches. Parce qu'eux, ils ont mis le pays à sac. Ils ont dévalisé le pays. Ce n'était pas le cas d'Hitler. Il a mis de l'ordre. Il a mis une armée. Il a pris toute la racaille allemande, que ce soit militaire, policière, civile dans l'administration. Il a mis tout dehors. Dehors. Quand on n'était pas exécuté, on était chanceux d'être vivant. Dehors. Et il a mis des SS partout. 3 ans, l'Allemagne était puissante. Il a reconstruit l'armée, la police, l'administration. Les usines ont commencé à refaire des avions, à refaire des véhicules.
Vous connaissez le véhicule qu'on appelle, que chez nous nous appelons VW là. VW, c'est Volkswagen. Le Volkswagen, oh, que peut-être en Allemagne ils vont dire Volkswagen. C'est en africain ce qu'on dit Volkswagen. Alors, ils appelaient ça le véhicule du peuple. Volkswagen, le véhicule du peuple. C'est qu'ils ont construit ce véhicule-là à grande quantité. Ils ont vendu ça moins cher au peuple pour que le peuple puisse être véhiculé facilement. Et l'Allemagne s'est remise. L'économie était florissante, les finances étaient florissantes, tout était super bien. Que tous les pays du monde, tous les puissants, l'Allemagne, mais en ce temps-là, c'était l'Angleterre, la France, les États-Unis. Tout le monde chantait Hitler, qu'on a vu, même aux États-Unis, des mouvements SS aux États-Unis. Vous regardez les Américains qui étaient habillés aussi en kaki et portaient SS. Partout. Tout le monde voulait que Hitler soit son président. Lui, il était chancelier de l'Allemagne. Si vous voulez, pas président, mais premier ministre. Il était chancelier. Alors, il a fait cela. Les SS ont traqué tout le monde. Ils ont nettoyé le pays. Et le pays s'est remis très vite sur ses pattes. Et c'est ainsi que ceux qui l'avaient mis au pouvoir lui ont dit, nous allons te donner tout. Nous allons te pousser. Va. Nous voulons avoir le pays de Poutine. En ce temps-là, ce n'était pas Poutine, mais c'était d'autres. On dit, nous voulons avoir la Russie. Ce pays-là, nous devons l'attraper, le découper en morceaux, prendre ses richesses et nous les partager. On lui a donné cette mission. Et c'est ce qu'il a commencé à faire. Ceux qui ne savaient pas que ceux qui l'ont envoyé faire ça, ils avaient une autre idée derrière la tête. C'était d'affaiblir l'Europe, donc l'Allemagne, et affaiblir la Russie pour que eux règnent finalement. Je parle des Américains. Je tourne cette page-là. N'oubliez pas ce que je viens de vous parler de Hitler, comment il a reconstruit le pays. C'était ça seulement. Je ne regarde pas les autres. Je sais qu'il y a eu des massacres des Juifs et tout ça. C'est documenté, ça se trouve là. Mais je ne parle pas de ça. Moi, je parle de l'économie et de comment il a dressé le pays. Je vais directement en URSS. Donc, je vais parler de la Russie aujourd'hui. Quand Vladimir Poutine, Vladimir Vladimirovitch Poutine, quand il prend le pouvoir au début des années 2000, l'URSS venait d'imploser. L'empire URSS venait d'imploser et tous les pays qui le composaient devenaient indépendants tout d'un coup. Mais les Américains avaient l'œil sur la Russie. Comme dans le temps de Hitler, ils avaient l'œil sur la Russie. Ils ont financé des guerres de sécession. Ils ont financé des guerres d'indépendance. Ils ont financé des troubles internes. Et la Russie s'est retrouvée à genoux. C'était des tueries dans les rues. Les gens se tiraient dessus comme ça. On pouvait venir, on casse la maison, on entre dans ta maison, tu es là avec ta femme, on te prend tout, on déshabille même ceux qui sont là parce qu'on veut leurs habits. On va prendre la marmite qui est en train de bouillonner sur le feu, on prend ce qu'il y a là-dedans, on part avec parce qu'eux, ils veulent aller manger. C'était terrible. Allez sur YouTube, écrivez Russia 1991, Russia 1997,
Russie, 2000. Quand Vladimir Poutine prend le pouvoir. Quand il prend le pouvoir, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris toutes les structures anciennes qui étaient déjà malades, qui étaient par terre, dehors. Tous les administrateurs, les grands militaires, policiers de ce temps-là, dehors. Il a pris des jeunes gens qui n'ont pas encore baigné dans ce mal. Ces jeunes gens incorruptibles qui sont sans pitié, sans remords. Il a formé un autre corps de police qu'on appelle FSSB. C'est ça, je pense, c'est FSSB. Ouais. Et qui est aujourd'hui la police nationale de la Russie. Mission, traquer le mal, arrêtez-les. Comme il y avait plusieurs gangs de bandits, plusieurs organisations de bandits, il a dit à ces gens de FSSB, comportez-vous plus que des bandits. Soyez 2-3 fois des bandits pour traquer ces autres bandits et les mettre hors d'état de nuire. Oh Dieu Tout-Puissant, que ça a été un massacre. Quand vous entendez aujourd'hui les Américains, les Français, les Anglais et les Italiens, toute cette racaille de l'Ouest, pointer du doigt Vladimir Poutine et dire de lui que comment il dit c'est un tueur. Il ne mente pas. Il a tué ceux qui détruisaient son pays. Ils vont dire c'est un gars de la mafia. Oui, parce qu'il a formé ce groupe-là qui se comportait comme de la mafia pour infiltrer les mafiosos et les détruire. Je m'excuse, j'ai encore les reliquats de la grippe que j'avais. Et ça a pris 5 ans de ça. Vous savez que les dépôts d'armement, un Dieu Tout-Puissant, que l'URSS avait des armes, ont été vidés par ces bandits-là qui prenaient les armes et les vendaient partout. Tout se vendait en URSS, tout se vendait en Russie, tout. On t'a ravi quelque chose, on te l'a même ravi, mais on te poignarde, on te coupe la tête. Vladimir Poutine est arrivé, il a fait arrêter tout ça. Parce que il a été dur, sans pitié. Et son pays s'est redressé. Tout le monde riait de la Russie. Surtout quand ils ont eu le prédécesseur de Vladimir Poutine, qui était ivrogne, qui ne pouvait pas résister à la bouteille de vodka. Boris Yeltsin, c'était le prédécesseur de Vladimir Poutine. Boris Yeltsin, un ivrogne hors pair. Boire, détourner l'argent. Mais quel argent? Les miettes qui étaient là. Vladimir est venu. Il a dit au vieux, vieux, je vais te laisser tranquille, va t'asseoir. Et Vladimir a redressé le pays. Aujourd'hui, au moment où on se parle, avant que la guerre entre l'Occident et la Russie ne commence au mois de février de 2022, la Russie était, je pense, 7e ou 8e puissance économique de l'Europe. 7 ou 8e, même peut-être en arrière de ça. Au moment où je fais cette émission, la Russie est la première puissance économique devant l'Allemagne de l'Europe, devant l'Allemagne, pendant que l'Allemagne, c'était cette puissance économique. Mais l'Allemagne a mordu à l'hameçon
tendu par les Américains, l'Allemagne a accepté que les Américains puissent faire sauter les pipelines qui lui amenaient les gaz et le carburant qui venaient de la Russie moins cher. Et ça faisait fonctionner des usines et l'industrie économique, financière, tout ce qui... l'industrie manufacturière de l'Allemagne. Maintenant, l'Allemagne est en train d'acheter du gaz liquéfié qui vient des États-Unis. 3 fois, 4 fois cher par rapport au prix de ce qu'ils payaient aux Russes. C'était quasiment du gratuit qu'ils recevaient des Russes. Les industries manufacturières d'Allemagne ont commencé la relocalisation. Aller où? Aux États-Unis. Et l'Allemagne est sur une pente comme ça, descendante. Les États-Unis ont menti aux Européens. Ils ont jeté tout ce qu'ils avaient contre la Russie. Toutes les sanctions qui puissent exister, économiques, financières, tout contre la Russie, dans le but de détruire ce pays-là. Vladimir avait préparé son pays petit à petit. Il savait que cela venait. Il savait que ça venait. Et comme lui aussi, en ce moment-là, il n'avait plus d'armée, et d'ailleurs, il avait coupé les effectifs de l'armée pour aider l'économie. C'est qu'ils se sont dit, ah, c'est le moment. Et la Russie a souffert. Les Américains ont subventionné, supporté des guerres, des sécessions en Ingouchie, en Géorgie contre la Russie, en Ossétie du Nord contre la Russie, en Tchétchénie contre la Russie. En ce moment-là même, les soldats russes ne s'entraînaient plus parce qu'il n'y avait plus de structures, tout était par terre. Ces soldats qui ne s'entraînaient plus, qui n'étaient plus payés, qui n'étaient plus nourris, ont pris quand même les armes pour se battre afin de sauver leur pays. Et ils se sont fait massacrer comme des mouches. Il y a une vidéo où tout un régiment de forces spéciales russes, tout un régiment de forces spéciales russes s'est fait abattre parce qu'ils n'avaient plus de munitions, ils n'avaient rien. Alors, aucun approvisionnement. Quand les Tchétchènes, qui sont surarmés, surentraînés, payés par les Américains, les ont attaqués. Entourés, ils n'avaient rien. Sur la radio, ils appellent de l'aide. Ils appellent de l'aide. Ils sont en train de parler avec les autorités militaires. Ils disent, nous avons besoin de renforts. Nous avons besoin de renforts. Ils nous marchent dessus. Ils sont en train de nous tirer dessus. Vous entendez, nous n'avons rien. Nous ne pouvons même pas répliquer. Envoyez de l'aide. Envoyez des hélicoptères pour venir tirer. Rien n'est venu. Les Tchétchènes ont décimé tout un régiment de forces spéciales. Quand Vladimir a pris le pouvoir, il a réorganisé l'armée et il est passé à l'offensive. Il a arrêté toutes ces guerres-là. Il a été capable parce que la Russie est occupée par le peuple russe, les Russes. Il a réussi parce que l'armée était composée des Russes, des citoyens russes. Il a réussi parce qu'il a mis dans l'armée de jeunes gens qui avaient envie de voir le pays se dresser. Ils sont allés affronter le mal et ils ont gagné. Mais quand les Américains ont attaqué la Russie pour la guerre d'aujourd'hui, qu'on ne vous mente pas, quand Vladimir a franchi la frontière ukrainienne, il était en contre-attaque. Il était en contre-attaque. Qu'on ne vous mente pas, qu'on ne vous dise pas que la Russie a attaqué. La Russie était en contre-attaque. Les forces de l'OTAN
habillés en uniforme ukrainien, attaquaient. Ils faisaient déjà plusieurs semaines en train de bombarder la province là on appelle cette province là, les deux provinces qui ont été libérées aujourd'hui là. Ils étaient en train de bombarder les populations civiles parce qu'ils voulaient marcher dessus pour aller prendre la Crimée. Vladimir est entré en Ukraine. Il n'avait pas l'armée qui était prête pour ce genre de combat-là, pour cette guerre-là. La province de Donbass, la province de Donbass. Et il y a une autre, si ça vient, je vous en parlerai. Après Vladimir Poutine, il y a eu un autre qui a pris le pouvoir aussi dans son pays. Et ce pays-là, c'est la Chine. C'est lui qui vient au pouvoir. C'est Xi Jinping. Quand Xi Jinping prend le pouvoir, oui, la Chine est devenue l'industrie, en fait, je peux dire, le pays manufacturier pour les Occidentaux. Parce que le peuple étant si pauvre, vraiment très pauvre, ça ne coûtait rien d'aller produire en Chine parce que la main-d'œuvre ne coûtait presque rien. On leur payait 2 dollars, 3 dollars, 4 dollars, ce qui était mieux payé avec 5 dollars de l'heure. Et tout le monde est allé en Chine pour produire là-bas. Qu'est-ce qu'a fait Xi Jinping? Il a ouvert la Chine aux commerçants internationaux, aux hommes d'affaires internationaux. Et tous sont allés en Chine. Malgré qu'ils payaient des salaires de pauvres, quasiment d'esclaves au peuple chinois, Xi Jinping leur a dit, venez dans mon pays. Qu'est-ce qu'il a fait lui aussi? Il a mis au point des équipes pour traquer la mafia, pour traquer les voleurs, les bandits. Parce que les richesses chinoises étaient volées par ceux qui dirigeaient. Alors lui aussi a exécuté du monde. Il a fait un vrai carnage. La menace de mort et l'exécution proprement dite. C'est payant. Ça ramène du cerveau aux gens. Ça redonne du cœur au monde. Ça renaît la conscience aux gens. Il a arrêté l'hémorragie financière et l'économie a commencé à monter. C'est qu'il a demandé aux étrangers, maintenant, je veux que vous puissiez faire un transfert de technologie. Il dit quoi? Tu demandes quoi? Transfert de technologie. Non, on ne peut pas faire ça. Si vous ne voulez pas, allez-vous-en. Prenez vos affaires et partez. Mais personne ne voulait partir. Quand tu es une compagnie comme Renault, tu es en France, tu fais des bénéfices de 1 milliard par année. Maintenant, tu t'en vas en Chine. Tu fais un bénéfice de 7 milliards par année. On s'entend que tu voudras rester là-bas, non? C'est ainsi que tous ont dit, ok, transfert de technologie. Et les Chinois ont commencé à faire des copies d'abord au début. Des copies, c'est pour ça qu'on a eu des copies, des faux de toutes sortes qui allaient partout au monde. Mais après ça, ils ont commencé à combattre ceux qui font du faux. Et eux-mêmes commençaient à produire du vrai. Aujourd'hui, peut-être plus de 60% de ce qui est vendu au monde entier est produit en Chine. Et peut-être 2% au Vietnam, 3% au Bangladesh,
1%, je ne sais pas, dans d'autres pays. Mais c'est la Chine qui est la manufacture de l'univers. Pourquoi? Parce que les autorités chinoises ont combattu le mal en imposant la mort. Personne n'aime mourir. J'en reviens maintenant à ce que disait mon frère Kalonji. Pour le Congo, il faut que Tshisekedi, notre cher président, soit un démocrate dur. Donc tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, pourvu que ça n'enfreigne pas la loi. Dès que vous enfreignez la loi, on vous exécute. On vous exécute. Vous détournez les fonds publics, on vous exécute. Vous trahissez le pays, c'est exécution immédiate. Là, on ne pose même pas de questions. Et si on se trompe sur vous, tant pis. Parce que si on vous a suspecté jusqu'à aller vous prendre, parce que vous étiez là où il ne fallait pas être. Vous étiez en train de manger avec l'ennemi. Vous vous retrouvez sur la table de l'ennemi en train de manger. Même si vous ne dites rien à l'ennemi, on va dire que vous êtes de mèche avec l'ennemi. Alors pourquoi vous étiez avec l'ennemi? On vous trouve avec l'ennemi, on vous prend. Et si l'on s'est trompé, on s'en fout. On vous exécute. Les voleurs, on les exécute. Président Fachi, notre pays, le Congo, va si mal. Notre pays, le Congo, est en péril. Et vous n'auriez pas à travailler comme vous travaillez de manière acharnée, sans sommeil, 24 heures sur 24, très cher président. Si vous étiez, la manière que vous travaillez là, si le pays était organisé un peu, si les gens qui travaillent avec vous avaient peur de la loi, avaient peur de mourir, avaient peur d'aller en prison, vous n'alliez pas travailler, bûcher comme vous bûchez là. Vous creusez, vous bûchez comme un malade jour et nuit. Jusqu'à voir notre première dame qui pleure. Parce qu'elle voit, elle sait ce que vous faites, vous fournissez comme effort. Elle vous voit ne pas dormir, elle vous voit travailler même malade. Tout le monde tombe malade, hein? Que le peuple sache que le président peut avoir la grippe. Moi, je viens de souffrir ici. Si j'étais président, tout le monde dit, hey, Anagonjo, président Anagonjo. Oui, président Anagonjo, comment vous... Il n'a jamais pris de vacances. Je me rappelle quand Sarkozy était président, il est allé en Californie en vacances. On le voyait même en train de faire son jogging. On voit des présidents américains qui vont aller au camp David. Le camp David, c'est là où les présidents américains vont en vacances. Le président prend des vacances ailleurs. Mais le nôtre, pas de vacances. 5 ans passés, en train de courir à gauche, à droite, aller à gauche, à droite, téléphoner les gens, aller faire des conférences, aller demander au ministre ceci, ceci. Non. Prenez du repos. Mais comment vous allez prendre du repos, très cher président? La seule façon de le faire, c'est de faire travailler le monde. Comment vous allez faire travailler le monde? C'est en imprégnant la peur dans ce monde-là. Quand ils savent qu'en touchant au bien public, on va couper la main. En volant le bien public, on va être exécuté. En trahissant le pays, on va être précipité dans l'au-delà. Mais ils ne le feront pas, monsieur le président. Ceux qui ont une petite portion de pouvoir vont l'exercer pour le bien du peuple, pour le bien du pays. Mais aujourd'hui, personne n'a peur.
Parce qu'ils disent, oh, c'est la démocratie. D'ailleurs, même si je suis arrêté, je suis innocent, je suis à la maison de détention, j'ai 3 repas par jour gratuits, je suis bien logé, je bois bien, j'ai un médecin qui me consulte, que je consulte chaque jour. Ah oui, ils ont ça. Parce que c'est la démocratie maintenant. Il faut bien traiter le prisonnier, parce que les droits de l'homme, le droit de la personne, mais ce prisonnier-là, ce voleur-là, lui, il s'en fout des droits des autres. Il s'en fout des droits des 120 millions de Congolais, du bien-être des 120 millions de Congolais. Lui, il s'en va en prison de Makala, qui est rendu quasiment un 5 étoiles depuis que Fatih est là, il a tout rénové, tout bien fait. Le budget, oh, la seule chose qui est là, c'est qu'on te prive le droit d'aller et de revenir, donc le mouvement, mais tout le reste, tu l'as. Mieux, 15 fois mieux que la personne qui est en liberté. Monsieur le Président, il faut que la prison soit comme un mouroir, qu'il puisse avoir peur d'aller en prison. Qu'en prison, là-bas, on puisse torturer ces bandits de grand chemin, ces voleurs qui volent des millions qui appartiennent au peuple, qui volent des milliards qui appartiennent au peuple. Make ça, bana mungiza tu prison, pale bana muvula pantalo, fimbo. Acha, si ma blague yote taishi. 2 jours après, alienda kule hana matako munene, mais 2 jours après, anakuwa na angalia kisusu, juu ya fimbo. Il faut le faire. Prenez le téléphone, très cher président, appelez Vlad, dites à Vlad, mon cher Vlad, quand vous avez pris le pouvoir, votre pays, la Russie, était dans une situation pire que celle que je connais avec mon pays, le Congo, aujourd'hui. Dites-moi ce que vous avez fait. Et il vous dira. Vous savez qu'un jour, il y a un journaliste français. Un journaliste français qui était en train d'interviewer Vlad. Je pense que c'était en 2015. Oui, je me tromperais de l'année 2015 ou 2016. Non, c'était pas ça. C'était pas cette année-là. Macron a pris le pouvoir en quelle année là? Macron, quand il est devenu... Oui, parce qu'il parlait de Macron. Oui, c'est pas 2015. Macron est arrivé il y a 5 ans. Mais peut-être il y a 5 ans. Quand Macron a pris le pouvoir, vous vous rappelez comment il a eu de la misère en France? Les ministres qui trahissaient, les ministres qui détournaient le fonds, tout ne marchait pas. Alors, ce journaliste français, pendant qu'il est en train d'interviewer Vlad, il dit, mais vous êtes bien ici en Russie, tout le monde vous écoute, tout roule comme un train sur les rails, pas de problème. Pourquoi vous n'avez pas de misère? Qu'est-ce que vous faites? Parce que j'ai circulé, je vois que les gens sont libres, sont bien, ils sont tranquilles, tout travaille bien. Comment vous faites? Vladimir, voici la réponse qu'il a donnée. Tout ça, vous pouvez trouver ça sur YouTube. Hein? Je ne vous mens pas. Si vous trouvez que ce que je vous dis, vous allez chercher cette interview-là et vous trouvez que j'avais dit le contraire, revenez-moi ici. Vladimir a dit à ce journaliste, il dit c'est simple. Quand vous prenez le pouvoir, vous voulez que tout aille bien, il n'y a qu'une seule chose à faire. Vous choisissez vous-même vos gens. Vous les choisissez vous-même et vous les mettez au travail. Et vous suivez. Tout va bien aller. Je pense que Macron avait écouté cette interview-là. Ça lui a pris juste 2 ans. Macron a changé. Il est devenu le tyran qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde a peur de lui.
On ne le respecte pas, on ne l'aime pas, mais on a peur de lui. Et ce qu'il veut faire, il le fait maintenant. Il y a un empereur romain. Je me tromperai. Et si je me trompe, veuillez m'en excuser. Mais je parle de Caligula. L'empereur Caligula des Romains était méchant, était violent. Il a dit qu'on me haïsse pourvu qu'on me craigne. En latin, il disait oderint dum metuant. Oderint dum metuant. Qu'on me haïsse pourvu qu'on me craigne. Le président Faci n'a pas à se faire aimer. Le peuple qu'il a élu, qu'il a réélu, avec cette majorité écrasante, était contente de l'entendre dire qu'il regrette d'avoir pas mis en prison ceux qui ont mis ce pays-là en mort. Quand il a dit ça, le peuple a dit, ah, on doit donner la majorité à cette personne. On doit réélire Faci avec une majorité écrasante pour qu'il puisse avoir les moyens de faire ce qu'il veut faire pour nous, peuple congolais. Quand il a dit Banyankala kata wana oba bebi simboka nangai, je regrette que je n'ai pas une bonne justice. Le peuple a entendu. Abi papa toyokiyo. Tout le monde, le jour d'élection, inde. Bakeyi, gauche-droite. Bake ko vote Faci. Mindelo o balinga ko isaye. Banguna ya kati ya mboka. O balinga kike a gagné te. Batiaki mbongo ebele. Et pas ya Katumbi. Ba milliards euti na Union européenne, euti na États-Unis. Pour que Faci ne passe pas. Peuple a lobby. Faci a koleka. Baningaki bazoba Faci. Peuple a zobi bango. Ce peuple-là, monsieur le président, veut que vous soyez coriace. Ce peuple-là, monsieur le président, veut que vous puissiez mettre à mort ceux qui détruisent le pays, ceux qui volent les biens du pays, ceux qui détournent les finances du pays. Ce peuple veut que vous puissiez exécuter sur le champ tout traître. Quand vous les arrêtez, vous qui n'avez pas qui ça, na journal comme tel, je ne sais pas qui, Mahoro, cette femme-là, Justine, hein? Justine Mahoro. Nos forces armées là, enlevez toutes ces tracailles qu'on a mis là. Si on va dire, ah non, il y a discrimination à cause des faciès, les faciès, on voit les faciès, ce qu'ils font. Tous trahissent. On veut les considérer congolais. Ils trahissent pour le compte de leur pays, le Rwanda. Pourquoi les garder? Et d'autres Congolais qui s'assimilent aux Rwandais, pourquoi les garder? Mettez-les dehors. Un général, généraux oyo, sala mosala sodate, tanga mosala sodate, kendela ango classité. De nulle part azali général. Pourquoi garder cette racaille? Pourquoi garder cette merde dans l'armée? Mettez-la dehors. Nous avons des généraux qui ont fait les faux, qui sont là. Ils ont fait les faux, peut-être parce que ils n'ont pas pu percer, ils n'étaient pas dans le sillage des gens aimés par Kabila. Ils ne sont pas, ils sont nulle part. Ils gèrent rien, ils sont là. Ils étaient des sous-lieutenants, ils étaient des lieutenants, des capitaines, des majors, des lieutenants-colonels, des colonels. Et des généraux, ils sont là.
Si parce qu'ils sont rendus vieux, oui, alors envoyez-les tous à la retraite. Donnez-leur des enveloppes. Pour ça, Aza Koiba, 20 millions, il y a pas soda. Mais ce que peut-être que 500 000 zoïs, oh yo, qui est en retraite. Mais ça y est bien. Mbok est gagné. Vous savez, il y a un pays comme le Burkina qui a un président capitaine de l'armée. Donc vous voyez, il a maintenant non seulement l'armée, la police, mais le pays au complet. Et c'est un capitaine. Il a dit, en déclarant, il dit, on ne peut pas diriger un pays dans le désordre. On ne peut pas développer un pays dans le désordre. C'est ce qu'a dit le jeune capitaine qui est président de Burkina Faso. Le jeune Traoré, le capitaine Traoré. Il a dit cela. Et regardez comment, de main de maître, il est en train de diriger le pays. Pas de niaisage. Pas de blague. Je sais que l'UDPS, oh, la démocratie, pendant 37 ans, vous n'avez chanté que la démocratie, vous ne pouvez pas tuer. Oui, vous ne pouvez pas tuer des innocents, on comprend. Mais le pays est en péril. Mais tuez ceux-là qui sont en train de tuer le peuple. Vous avez 100 millions de monde qu'on veut tuer. Mais parce que la philosophie du parti, c'est que vous ne pouvez pas verser le sang d'un Congolais, vous ne pouvez pas tuer un Congolais. Et vous laissez ces Congolais-là tuer 120 millions? Mais non. Mais il faut l'effacer. Les États-Unis, qui est un pays qui prône la démocratie, qui ceci, mon Dieu, il faut voir par jour combien on exécute aux États-Unis. Les centres pénitentiaires, chaque jour, c'est des exécutions. Chaises électriques. Et c'est avec sourire qu'on le fait. Et fierté même. Aux États-Unis, tout le monde est libre. Jusqu'à ce que l'infraction soit commise. Vous commettez une infraction aux États-Unis, vous enfreignez la loi. La démocratie n'existe pas pour vous. Et ça va tellement vite. Et vous êtes chanceux si on vous arrête. Parce que la police tire à vue sur le criminel. Et on ne tire pas dans les jambes aux États-Unis. On tire au centre de la masse. Parce que parfois vous visez la tête, la balle peut aller là ou là. Mais vous visez le centre de la masse, la balle ira là. C'est ainsi même qu'on apprend aux soldats de tirer le centre de la masse. Parce que là, tous les organes vitaux sont là, tirés là-bas. Exécutez les méchants. Exécutez ceux qui détruisent le pays. Ne comptez pas sur le bien naturel de l'homme. Parce que tout humain, quand on le laisse tranquille, il va enfreindre la loi. On est comme ça. Alors, il faut les contraindre. Il faut qu'ils aient peur de mourir, qu'ils aient peur de perdre leur liberté pour toujours. La chicote. On n'aime pas la douleur. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Je vais vous parler de quelqu'un. C'est un peu... c'est chauvin. C'est peut-être prétentieux. Je porte le nom Bahaya. Mon père s'appelle Bahaya. Il fut chef de localité, Mpene. Quand il a été élu chef de localité Mpene, au moment où je vous parle, vous pouvez demander aux gens qui ont vécu ce temps-là. Nous étions tout petits, tout petits vraiment. Il y avait une criminalité incroyable dans cette localité Mpene. On dévalisait les champs du monde. Vous venez comme ça le matin, quelqu'un est passé en pleine nuit,
il a récolté vos maïs, il a récolté vos haricots. Ils entrent dans les maisons des gens, prennent tout ce que les gens ont. Et Bahaya, il prend le pouvoir dans la localité Mpene. Il organise une petite équipe de choc. Il faisait la ronde toute la nuit. Papa, avec son équipe là, toute la nuit. Ils arrêtaient tous les bandits qui circulent en pleine nuit. Papa a instauré la chicotte. Les menottes. Vous savez comment chez nous on fait les menottes? C'est dans le dos, hein? Et il demandait aux policiers là, serrez très fort les menottes, que la personne s'étouffe. J'ai vu mon père arrêter des bandits, leur demander d'aller montrer où sont les biens volés. Ils allaient chez eux en famille montrer où ils ont mis les biens. On sortait tous ces biens-là, on les mettait dehors. On demandait aux bandits de demander à leur père et mère de venir dehors. On leur demandait, pourquoi vous avez gardé les biens volés par vos enfants, les biens qui volent aux autres, à d'autres familles? Pourquoi vous avez gardé ça? Devant tout le monde et en public. On chicotait les parents de ces bandits-là. Ça choquait les gens. Du jour au lendemain, le banditisme, le vol a arrêté sur la localité Mpene. En ce temps-là, il y avait un bandit de grand chemin qui régnait sur le lac Kivu. Un pirate qu'on appelait Kisala. Papa a pris des gens, ils ont pris des pirogues, ils ont mis des moteurs dessus. Ils sont allés sur les eaux du lac Kivu, entre Ntalangwa et... Comment on appelle ce côté-là? Vers Fomilac, la terre là qui est proche, c'est Ishungu. J'étais très petit, je m'excuse de ne pas me rappeler tout ça. Je pense que c'est Ishungu. Et il y avait des îlots là-bas, Iko et d'autres îlots là, de l'archipel de l'île Idjui. Parce que l'île Idjui est grande, mais il y a toutes les petites îles qui sont à côté des îlots là, qui forment l'archipel de l'île Idjui. Et Kisala régnait là-bas. C'était la terreur incroyable. Maintenant, Kisala qui voit qu'il y a d'autres personnes qui sont sur le lac, il avance vers eux. Et il pensait que ces gens-là vont se sauver, mais il voit que ces gens-là viennent contre lui, vers lui. Kisala dit à ces gens, oh, coupez le moteur. Pourquoi ils avancent vers nous? Ils n'ont pas peur de nous. Et papa vient. Il demande à Kisala, mon père, Herman Bahaya Ngobe. Bahaya demande à Kisala, allons ensemble. Ils sont allés sur l'île là, à côté de Iko, il y a une autre île qui est plus grande un peu là. Il l'amène, c'est papa qui amène Kisala sur cette île là parce que c'était le quartier général de Kisala. Papa dit, viens. Kisala avec ses 12 hommes, armés jusqu'aux dents. Papa, les gens de papa, ils ont seulement des bâtons et des lampes torches. Des bâtons et des lampes torches et des fils pour faire des menottes de fortune là. Il dit Kisala Injahan. En Kiavu, ça veut dire Kisala vient ici. Injahano. Kisala qui dit c'est qui? Il dit Nyono Bahaya. C'est moi Bahaya. Viens ici. Kisala s'étonne. Papa l'amène sur cette île-là avec son équipe, face à face. Papa lui dit, écoute Kisala, moi je suis fatigué de ce que tu fais. Tu faisais tout ça, tu semais la terreur quand moi je n'étais pas encore chef de localité. Maintenant, Hik et Nunk. Maintenant, ici et maintenant, Hik et Nunk, tout de suite, tu arrêtes tes activités. Si tu veux aller faire tes conneries, que ce ne soit pas sur les eaux
que les gens de la localité Mpene vont prendre à naviguer. Alors, si eux, ils traversent pour aller vers Ichungu, tu ne les touches pas. Je ne vais pas entendre que quelqu'un qui naviguait sur ces eaux. Mais il dit, mais comment moi je saurais que quelqu'un est d'un Mpene? Il dit, je m'en fous. Si j'apprends que seulement dans mes eaux ici, mais et qui ça qui commence à dire à papa, mais regarde là, Idjui, c'est loin. Mais moi, je travaille ici très loin. Il dit, non, non, non. Comment je suis ici? Je suis ici parce que c'est dans l'archipel. Alors toi, tu veux faire tes bêtises, il y a Goma, il y a Bukavu. Moi, cette étendue d'eau du long de ma localité, je ne veux plus entendre quoi que ce soit. Vous savez que les bandits de Kisala étaient étonnés parce qu'ils ne savaient pas qu'il y aurait quelqu'un qui pouvait résister à Kisala. Même le commissaire de zone, ceux qui ont de l'armée, ils avaient des gendarmes, mais ne pouvaient pas oser venir sur les eaux. Mais papa était là, face à face. Et puis il demande à Kisala, donne à manger à mes gens, puis on continue. Kisala va vite, vite, il demande à ces gens, ils prennent de la viande qu'ils avaient déjà rôtie, ce qu'eux, ils allaient manger. Tout, ils donnent aux gens de papa. Les gens de papa mangent sur place, puis papa dit, allez, prenez vos bateaux, maintenant, vos pirogues, sortez d'ici. Bango wana, bakoti na kazi, allumer ba moteur, bakeyi, ce qui va éviter. Et on n'a plus entendu parler de Kisala jusqu'au jour où on a entendu que Kisala a eu une confrontation avec les soldats et qu'on lui a tiré dans la jambe. Et il était devenu boiteux et c'est en ce moment-là qu'il quitte la criminalité. Donc, si vous foncez dans les bandits, ça arrête. Vous voulez y aller, aller caressant dans le sens du poil, mais ça va chier. Ces Européens-là qui sont en train de venir chez nous, avec de l'argent, donner aux Congolais pour qu'ils puissent détruire le pays, donner aux Congolais pour qu'ils puissent trahir notre pays pour les intérêts des étrangers. Nous n'oserons pas le faire si et quand ils savent que leurs gens seront exécutés. Et même toi, qui es là, qui a le cœur à prendre l'argent, mais quand tu penses qu'on va t'exécuter, tu n'y toucheras pas. Mais aussi, faites comme papa. Non seulement qu'on punit le voleur, l'homme qui vole, qui tue, mais on punit sa famille aussi, comme papa a chicoté les parents en public. Et le banditisme a arrêté, le vol a arrêté. Donc, les criminels, ceux qui font du mal au pays, au peuple congolais, si vous traquez leur famille aussi, vous faites sentir de la peine à leur famille. On s'en fout que papa et maman ne soient pas dans ça. Quand ils savent que leurs parents vont subir ça, je vous assure qu'il ne touchera pas. Comment on a eu Pablo Escobar? C'est quand on a commencé à s'en prendre à la famille de Pablo Escobar. Pablo Escobar a tué des Colombiens. Des Colombiens? Oui, c'était des Colombiens. Pablo Escobar a tué des Colombiens pendant des années et des années. La mafia, c'était mur à mur. Tout le monde avait peur de lui, plus que le président. Mais on s'est dit, vous savez que lui, il n'a jamais eu de matanga chez lui. Il n'a jamais eu à pleurer les membres de sa famille. Mais il fait pleurer d'autres familles parce qu'il tue les membres d'autres familles. Et si on lui subissait ça, on lui faisait subir ça aussi. Si on s'en prenait à des membres de sa famille, qu'est-ce que ça donnerait? On a essayé. Quand un cousin tombe, ah non, il y a eu des hommes armés qui sont venus et qui ont tué ton cousin. Son petit frère tombe. Il a quitté ses cachettes parce qu'il voulait venir en famille pour consoler sa famille. Il aimait sa famille lui aussi, mais il s'en foutait des familles des autres.
quand il est venu visiter sa famille parce qu'il avait peur pour son propre garçon. On l'a eu, on l'a abattu. Et la mafia de Pablo Escobar a arrêté. Très cher président Félix-Antoine Tshisekedi, vous avez 120 millions d'âmes. 120 millions d'âmes que vous devez protéger. Vous avez ce pays pour lequel vous êtes en train de vous battre, bec et ongles. Vous êtes en plus seul. Pourquoi vous êtes seul? Parce que personne n'a peur de vous. Parce que personne n'a peur pour lui-même. C'est quand on s'en fout, on fait tout ce que l'on veut. Mais si vous commencez à faire ce qu'a dit mon frère Kalonzo Mulumba, exécuter le monde, les pendre en public, les mettre en prison, les chicoter, non seulement que vous allez voir ce peuple qui a voté pour vous, parce que vous aviez pleuré sur les ondes, que vous manquez quelqu'un qui va vous aider à redresser le pays. Ces gens-là se sont dit, on vote Tshisekedi pour qu'il puisse avoir la majorité parlementaire, qu'il puisse avoir du pouvoir qui lui permette de traquer ces malfrats-là, de traquer ces méchants. Ce peuple-là, si vous le faites, oh, vous serez empereur. Ce peuple-là va vous demander après les 5 ans que vous avez là, ils vont vous dire, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi, vous n'irez nulle part. Fatigué ou pas, malade ou pas, on veut que vous continuiez à gérer le pays. C'est ce peuple-là qui va vous demander, non, cette constitution-là, mettez ça dehors. Vous restez. Et la constitution appartient à qui? Au peuple. La loi est faite par qui? Et pour qui? Le peuple. Et ce peuple-là va vous demander de rester là pour très très longtemps. Et personne ne peut changer ça quand le peuple décide. Personne ne peut changer. Faites ce qu'il faut. S'il vous plaît. Balola moto, liboso sima sima liboso. Que les gens se disent, oh mon Dieu, oh, tu sais que d'autres qui n'a azaki, mais il y a Alemba Lemba, Maya Malili, les lois commis moto moto. Oui, ça va fonctionner. Vous n'allez même pas demander aux gens de suivre les bandes quand ils roulent ou ils ont des motos. Vous n'allez même pas demander, ils vont le faire automatique. Ce sera automatique. Hier, j'ai vu cet homme, ce Malien, qui a parlé, comment il s'appelle? C'est Franklin Ngiamusi. Comment il s'appelle? Franklin Ngiamusi. C'était la première fois que je l'ai vu. Aujourd'hui, tout le monde parle de nous. Et tous ces étrangers-là parlent de notre président. Et de manière un peu indécente. De manière un peu désobligeante. Moi, ça me met hors de moi. Mais il parle parce qu'il voit ça comme ça. Vous savez qu'à Idui, on dit Aiguire Lugali, en parlant d'un bananier, l'arbre. Quand l'arbre est penché ou tombé, tout le monde qui a besoin de ces feuilles-là, parce que ces feuilles-là, on peut les utiliser pour n'importe quoi. Il y a des gens qui vont l'utiliser comme parapluie quand il pleut. Il y a des gens qui vont l'utiliser comme emballage quand ils font la cuisine ou transporter des affaires. Ils disent que même des malades et des petites personnes vont couper ces feuilles-là. Mais quand le bananier est droit, ce n'est pas n'importe qui peut l'atteindre là-bas. Qu'est-ce que cela veut dire? Monsieur le Président, les gens considèrent que vous êtes un peu mou. Et nous qui vous respectons,
nous qui vous supportons, nous qui sommes en train de parler comme nous parlons là, pour vous soutenir, pour vous aider à nous aider, nous Congolaises et Congolais. Nous entendons les gens parler comme ça de vous, ça nous met hors de nous. Pendant qu'au tout début, quand on a vu certains gens, même votre directeur de cabinet, être déféré devant les cours des tribunaux, on a vu des gens d'autres pays, les Camerounais qui disaient, on va vous donner Paul Biya, on va vous donner les gens de notre Assemblée nationale, du Sénat, on va vous donner nos politiciens, tous nos politiciens, donnez-nous seulement Tshisekedi. Nous, on vous demande Tshisekedi, on le prend, on vous donne le reste de nos dirigeants ici. Ils disaient ça. Ils sont là, sur YouTube. Je n'invente rien. Ces gens-là n'ont plus ce langage-là. Ils commencent à parler de vous de manière désobligeante. Ça nous crève le cœur, ça nous fait mal. On voit toujours des gens qui commentent sur nos vidéos et qui nous envoient balader. Parce qu'ils pensent que nous sommes en train de soutenir une cause vouée à l'échec. Et pourtant, vous êtes de bonne foi. Et pourtant, vous êtes en train de vous couper en morceaux pour le pays. Mais pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas pour une seule chose, pour une seule raison. Personne n'a peur de vous. Et c'est vous qui incarnez la justice. Tout juge rend justice en votre nom et pour le compte du peuple. Vous êtes le commandant suprême. Vous commandez et l'armée et la police, toutes les forces du pays, incluant les civils. Vous êtes le commandant suprême du pays, le chef de l'État. Après Dieu, c'est vous. Vous êtes investi de ce pouvoir-là. Il n'y a aucun pasteur qui est au-dessus de vous. Les pasteurs, les religieux, tout ce monde-là, c'est au-dessous, en dessous de vous. Parce que vous êtes investi de cette autorité-là qui vient de Dieu, qu'eux n'ont pas. Secouez le pays. Secouez le pays. Ce frère-là a parlé des incorruptibles. Vous pouvez les trouver. Ils sont là. Prenez ces jeunes gens-là qui ont le couteau entre les dents. De porte à porte, ils vont aller dénicher les mauvaises herbes et les arracher. Ils vont faire des incursions dans les bureaux des gens. Venons, allez, montre-nous l'état de compte de ceci. Ok, attendez. Non. Aujourd'hui, là. Ok, ce n'est pas prêt. Non, le mois passé. L'autre mois aussi. On ne vous demande pas pour ce mois. Le mois passé. Comment vous l'avez pas, hein? Mes notes. Out. Ça va arrêter. Notre pays va mal. Il est malade. Au grand mot, des grands moyens. Au grand mot, au grand remède. Faites-le, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Nous vous supplions, faites-le. Les soldats sont en train de mourir au combat parce qu'ils ont des colonels et des généraux qui les trahissent au combat pour le compte des ennemis du pays. Mais exécutez-nous ces gens-là. Et vous, soldats, pourquoi vous vous laissez comme ça? Vous voyez un colonel qui coopère avec l'ennemi, vous le voyez. Vous le voyez, vous le savez. Mais faites-le. Parce que la levée du moratoire sur la peine de mort traîne à venir. Mais faites-le, aidez le président. Aidez le président, faites-le. Oh, tel caporal a logé la balle dans la tête du colonel. On arrête le caporal. Pourquoi vous avez fait ça? Je l'ai surpris
en train de parler en Kinyarwanda avec les M23. Peu importe ce qu'ils disaient au M23, ils discutent avec le M23. Certes, il est mauvais. Quelqu'un. On ne va pas vous exécuter pour ça. Je vous assure. On va vous mettre en prison. En prison. On vous donnera d'autres identités. On vous amènera vivre où vous voulez vivre. On vous donnera des moyens de vivre là. Tranquillement, avec votre famille. Et on vous remerciera de nous avoir débarrassés de cette racaille qui tue les Congolais. 15 millions de morts. 15 millions de morts. Chaque fois, nos soldats sont morts au combat. Juste parce qu'ils sont trahis par les gens qui sont supposés les protéger. Les commandants protègent leurs soldats en leur donnant une bonne formation pour qu'ils sachent comment se battre et comment se vivre au combat, en leur donnant de la bonne nourriture, en ne détournant pas leur argent. D'ailleurs, ça ne doit pas passer par eux. C'est la banque qui met l'argent directement dans le compte du soldat. Ça ne doit pas aller dans les mains de quelqu'un. Chaque soldat a un matricule. Avec ce matricule-là, on lui ouvre un numéro de compte bancaire. Donc, quand l'argent, le salaire viennent, les soldes viennent, ils entrent dans le compte du soldat. Le soldat n'a qu'à vérifier sur son cellulaire, il check. Quand il a 2 petites minutes, il va là, il check. Dans mon compte. Oh, j'ai eu mes $1000. Le soldat père chéri. Ah, moi, ban. Un tatou. Ujine falanga. Ujine falanga, toi. Ok, moi, ban. Injila kakes. Et il prend. Il fait une petite opération. Il envoie de l'argent dans le compte de madame. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Et ce soldat-là vont faire leur guerre comme vous n'avez jamais vu. Et qu'ils exécutent ces colonels et ces généraux qui sont là avec de gros ventres en train de détruire le pays et de le trahir. Ça fait mal, mais que voulez-vous? Nous, on n'y peut rien. Nous soutenons notre pays. Nous aimons notre pays. Nous aimons nos concitoyens. Ce pays-là est à nous tous. Nous n'allons pas être là demain. Ce sont nos enfants qui seront là. Et peut-être, eux ne vont pas récolter le fruit de ce que nous faisons aujourd'hui. Peut-être c'est leurs enfants. Mais s'il vous plaît, faisons-le. Parlons pour notre pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Président Tshisekedi, que Dieu vous bénisse.